Salut Vincent. La Qu'est-ce que forme. tu fais? Ouais, je mets de l'engrais. De l'engrais, regarde, c'est marqué rosier et fleurs. Mais il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de rosier ici. Eh ouais. Et tu t'es pas demandé pourquoi? Non mais ça poussera pas, c'est du bitume. Ça poussera pas avec mon engrais? Tu rigoles? Bonjour les amis, il y aura des rosiers partout dans Paris. Enfin, je l'espère vivement. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Bienvenue ensemble, c'est mieux. Aujourd'hui, on est bien. On est bien là, je sens qu'on va déguster belles choses. Mais surtout, on fait un petit coucou à Rafale qui est dans Paris. Je crois qu'on va être dans la grande musique aujourd'hui avec Rafale. Salut Rafale. Ouais. Eh oui, regardez. Oh bah oui. Oh, cette façon de présenter, hein, c'est tout la gestuelle de Rafale. Une merveille. Allez, à tout de suite, mon Rafale. Mes amis, aujourd'hui, on va s'intéresser, vous l'avez compris, je dirais à revégétaliser la ville. Revégétaliser la ville. J'ai réussi à le dire 2 fois, sans fourcher, ça viendra plus tard. Et on le fait avec Hugo Meunier, le président de Merci Raymond. Merci Raymond, bonjour Hugo. Bonjour Vincent. J'ai failli dire bonjour Raymond. Merci Raymond, bonjour Hugo. Alors effectivement, la problématique qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si ça vaut le coup, comment on le fait et comment le faire le mieux possible pour dépolluer en quelque sorte. C'est quand même ce qui est en filigrane. Et pas que. On verra que Et la pas nature que. en ville a énormément de bénéfices et qui sont bien pour tout le monde. Voilà. Il y en a un qui est à côté, qui vous jette un regard éperdu d'amour, puisque toute l'année, il essaye de nous rendre durables, écologistes, un petit peu sensibles à la planète et à la façon dont on la traite. C'est Valère Correa. Bonjour Valère. Bonjour Vincent. Ça marche mieux avec certaines qu'avec certains, je trouve, sur ce plateau. Mais enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Non, rien, précisez rien. votre pensée. Non, tout à l'heure. D'accord, ok. Je vous remercie. Je sais pas, il y a un truc là, il y a un message. Le message caché de Valère. Aujourd'hui, on en parlera notamment, hein, puisque vous vous intéressez toujours à la végétalisation. Vous voyez, Oui, Ah, absolument. c'est terrible, hein, Mais tout c'est à l'heure, je vais terrible. vous proposer un petit quiz sur les vêtements. Vous avez une très jolie veste. Elle vous plaît? J'adore. Je vous dirai, elle m'a pas coûté cher celle-là. Ensuite, nous allons nous intéresser à ce qu'on met dans les assiettes. Dieu sait que ça a besoin d'être écolo et durable aussi. Aujourd'hui, nous accueillons je crois que c'est la première fois, un grand chef pizzaiolo. Hein, pizzaiolo, c'est pas une injure. Hein. Ouais. C'est devenu une injure parce que souvent, c'est les gens qui n'ont pas. Mais vous avez un savoir-faire incroyable, Julien Serry. Merci beaucoup, merci. Hein, restaurant Mania, qui veut dire mange. Mais ça. Mange donc. C'est ça. Où ça? Où est-ce qu'on dit? Dans le comme 9e ça arrondissement, le 11e arrondissement, et on a aussi un pop-up qui est à la gare de Lyon. Un pop-up à la gare de Lyon, devant les quais? Devant les quais. Génial, pour monter dans le train avec sa pizza, mais vous allez nous donner des bons préceptes et des bons trucs pour savoir comment faire les belles pizzas. Et puis on va retrouver immédiatement notre Rafale qui se trouve, je vous le disais, dans Paris. Il a une âme, comment dirais-je, philharmonique ce matin, ce Rafale. Oh là, mais oui. C'est ça, mon Vincent. J'espère que vous allez bien, qui se retrouve surtout sous la pluie, parce que mardi pluvieux du côté du 19e arrondissement de Paris. Vous reconnaissez sûrement le parc de la Villette et puis surtout la Cité de la Musique qui fête cette année ses 25 ans. Cité de la Musique couplée avec un autre bâtiment que vous connaissez forcément, moderne, futuriste, qui claque, on a envie de dire. Il fait partie maintenant du patrimoine de Paris. Il fête ses 5 ans. C'est la Philharmonie qui est juste là et c'est Hugues, son secrétaire général des deux établissements, pardon, j'en perds, je bafouille, qui nous accueille ici ce matin. Comment ça va, Hugues? Bonjour Raphaël, ça va très bien, malgré le temps qui il paraît que la musique réchauffe, adoucit les mœurs, c'est ce qu'on va voir ici aujourd'hui. Voilà, Je disais bâtiment Jean Nouvel, hein? Bâtiment de Jean Nouvel. Alors celui-là, c'est Jean Nouvel. Il a été inauguré en 2015, en janvier 2015, le 14 janvier. Donc on est quasiment à l'anniversaire des 5 ans de la Philharmonie. On va dire qu'on l'a pas fait exprès, hein? Et ici, c'est la Cité de la Musique qui a été construite par Christian de Porzampar. Donc c'est 2 grands architectes français qui ont tous les 2 gagné le Nobel de l'architecture, qui est le Pritzker Prize. Belle fierté architecturale pour nous, mais ce matin, on va plutôt s'intéresser à la Philharmonie de Paris et vous emmener justement dans ses coulisses. Qu'est-ce qu'on fait à la Philharmonie? En quelques mots. Alors la Philharmonie, c'est tout pour la musique. C'est-à-dire que c'est un établissement... Je connais tout pour la musique. Voilà, on pourrait faire une comédie musicale tous les deux. Et voilà, donc c'est un grand établissement de concerts, musées et beaucoup d'activités pédagogiques. Ici, vous voyez le musée de la musique, ici une salle de concert et ici, on le verra peut-être tout à l'heure, un bâtiment entièrement dédié à la pédagogie, des ateliers notamment. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes à l'intérieur. On ira peut-être leur rendre visite, mais moi j'ai envie de voir
voir des gens qui font de la musique. Voilà. On y va? Et on y va. Allez, on y va les amis, en comédie musicale Bratsu Batsu. À tout à Raphaël, l'heure. tout en musique, hein, tout chanté, hein, les interventions dans l'émission ce matin. Je sais qu'il en est capable, le bougre. Allez, on le retrouve dans quelques minutes. Mes amis, on va revégétaliser notre univers urbain et périurbain. Ce matin, c'est sérieux, c'est avec Hugo. Hugo Meunier, un petit mot de merci Raymond, déjà, hein, puisque vous en êtes le patron. Plus ou moins, c'est surtout une jeune équipe de jardiniers urbains qui milite au quotidien pour reconnecter le citadin à la nature, donc à travers de la végétalisation, mais aussi la création de potagers urbains et périurbains, puisque nous, on considère que la ville de demain se fera aussi avec les portes de ces villes. Bien sûr. Et notamment, quand on parle de périurbain, ça peut être des cités au quartier, en passant par les sites maraîchers, puisque on a mis beaucoup de bitume sur ces anciennes Oh oui. fermes et on essaie de militer pour revenir sur cette nature. Julie, est-ce qu'on fait un petit point sur la revégétalisation ? Oui, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les arbres ont de nombreux avantages. Tout d'abord, ils permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Planter un arbre en ville, ça permet de remplacer 5 climatiseurs. Moins de béton, mais aussi plus d'espace vert, c'est plus agréable, ça c'est sûr, sans compter que cela génère des économies. La végétalisation des toits permettrait de diviser par 2 sa consommation d'énergie. Et puis, c'est bon pour la santé, puisque les végétaux sont un bon rempart contre la pollution. Regardez. On respire mal. Qu'est-ce que c'est pollué? Faudrait moins de voitures et plus de verdure. Avec 48 000 morts par an en France, la pollution de l'air est la deuxième cause de mortalité évitable après l'alcool. Or, il est prouvé aujourd'hui que la présence du végétal en milieu urbain agit durablement contre la pollution atmosphérique. Les grands arbres peuvent retenir jusqu'à 5,4 tonnes de CO2 par an et 20 kg de poussière, soit l'équivalent de 600 km de trajet d'un Airbus A320. Car, contrairement à l'homme qui suffoque dans les gaz carboniques, les arbres et les végétaux à feuilles ont besoin de molécules de carbone, d'hydrogène et d'azote pour vivre et se développer. Du coup, non seulement ils captent les particules polluantes, mais en plus, grâce au processus de photosynthèse, ils fabriquent de l'oxygène dont nous avons besoin. Bref, c'est tout bénef pour notre santé. Une étude récente montre qu'en investissant seulement 3,60 € par habitant dans la plantation d'arbres, les villes pourraient sauver entre 11 000 et 37 000 vies par an. Conscientes de l'enjeu environnemental et de santé publique, de plus en plus de municipalités encouragent l'agriculture urbaine, la végétalisation d'espaces minéraux, de murs et de toitures. Certaines l'ont même rendu obligatoire pour certains bâtiments neufs. Pollution, il faut passer au vert. Pas le choix, Hugo Meunier. Petit cours de chimie organique de base. Effectivement, l'arbre, on va dire la plante, capte le gaz carbonique, fait son bois avec, puisque c'est du carbone, en bonne partie, en tout cas, la cellulose, et puis il rejette de l'oxygène. Donc c'est une sorte de filtration naturelle, nécessaire. Exactement. Et aussi, l'arbre va stocker une partie du CO2 dans la terre. Alors on parle de pollution, ça c'est un type de pollution, mais aussi on a la pollution visuelle, la pollution sonore et aussi la pollution des sols. Et demain, végétaliser sur des sols pollués, puisqu'aux portes de Paris, énormément de sols sont pollués, permettrait à terme de dépolluer ces sols-là. Donc on a différents types de végétaux qui sont propices à ça. Et pour revenir à cette pollution de l'air, donc la qualité de l'air, c'est surtout sur la question des particules fines que se pose la question. Alors attention aussi, parce que tout type de végétaux ne vont pas non plus contribuer à cette dépollution, même si plutôt que parler de dépollution, il faudrait parler d'assainissement de l'air. Et donc, si on en vient à cette question d'assainissement de l'air, il y a certains végétaux qui vont être à favoriser. Donc là, on va voir notamment le bouleau ou les chênes, certains chênes. Donc, en partant de ce postulat-là, il faut aussi orienter une politique de la ville. Et donc, comme vous le disiez très bien dans le reportage, aujourd'hui, il y a des contraintes réglementaires qui se mettent en place sur les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme. Et donc, pour X mètres carrés végétalisés, X mètres carrés bétonnés, il faudrait X mètres carrés végétalisés. Et donc, est en réflexion cette question de trouver des fonds, puisque vous l'aviez dit très bien, ça contribue à la santé publique. Et on se voit, du coup, on sera de plus en plus d'urbains d'ici les 30 à 50 prochaines années. Et pour autant, les maladies pulmonaires ont augmenté de 30% ces 20 dernières années. Hugo, on va se faire rembourser par la Sécurité sociale quand on plante un chêne, on a compris. Julie. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit aussi à Paris, par exemple, le marché de l'immobilier est très tendu. On construit, forcément, il y a beaucoup de béton.
comment faire pour amener plus d'espace vert. C'est pour ça qu'il y a des alternatives. Ce sont les toits, sur les toits, ce sont les murs végétalisés. Ce sont des options qui sont vraiment Alors, c'est des crédibles. options nécessaires, je pense, c'est ce qu'on appelle les 5e façades. Donc, sur les toits, après, il y a des contraintes techniques, notamment de portance. C'est-à-dire que généralement, on va dire qu'on construit aujourd'hui la ville sur la ville, et donc c'est de la réhabilitation. Pour être technique, c'est à peu près 250 kilos par mètre carré. Là où, si on veut être en pleine terre, il faudrait entre 1000 et 2000 kilos, puisqu'après, il y a l'eau, et avec l'eau, ça crée encore plus de poids. Donc aujourd'hui, il y a des techniques un peu plus innovantes qui ont émergé. Donc ça va de l'hydroponie en passant par la culture verticale. L'hydroponie, c'est-à-dire on pousse hors sol, quoi. Hors sol, dans du substrat. Et donc, des laines de roche, c'est léger. comme ça, Par contre, on ne peut pas faire pousser n'importe quoi. Typiquement, des arbres qui ont besoin d'un système racinaire, on va être plutôt sur des petits fruits, des petits légumes. Et sinon, dans les politiques qui sont menées par les collectivités territoriales ou les municipalités, il y a cette question aussi de réduire les surfaces de la voiture. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un des grands combats de la mairie de Paris, de dire, demain, l'espace public, est-ce qu'on ne réattribue pas une partie de l'espace public à d'autres usages qui peuvent être notamment des lieux de vie, notamment les places de parking. Est-ce que on ne transformerait pas certaines places de parking en potager, en plus de la 5e surface et en plus des balcons? Parce que ça, c'est un sujet aussi, c'est comment l'implication citoyenne se mobilise pour contribuer à cette nature en ville. D'ailleurs, on a une question d'une téléspectatrice pour vous, Hugo. On l'écoute et vous nous répondez ensuite. Bonjour, je m'appelle Gabi, j'ai 53 ans. Je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut planter comme plante sur les balcons qui aident à dépolluer l'air? Merci. Alors moi, j'aurais envie de lui répondre à Gabi. On va pouvoir planter des fougères, notamment. Donc, c'est des plantes qui absorbent énormément bien la CO2. Mais j'aurais aussi envie de lui dire, aujourd'hui, il y a une question qui n'est pas très traitée, c'est la biodiversité. Et donc, c'est ce qu'on va appeler les plantes mellifères, puisqu'on a trop d'abeilles par rapport au nombre de fleurs à butiner. Et donc, si on veut contribuer au bien-être et à l'intérêt général de sa ville, on a tout intérêt à planter des belles fleurs ou des aromates, du bon basilic pour son petit pizzaiolo au rez-de-chaussée. Et on contribuera à une ville partagée et commune. Mais ça a un impact vraiment sur, par exemple, la dépollution de l'air? Ça va avoir un impact. C'est les arbres, on est d'accord. Plus les arbres sont matures, plus ils sont efficaces en fait pour dépolluer l'air. C'est plusieurs sujets. Déjà, si on veut vraiment dépolluer, donc moi je dirais qu'il faut réduire le nombre de voitures dans la ville. Ensuite, ça va avoir aussi un impact sur les zones d'ombre. Donc typiquement, dans les périodes de forte chaleur, avoir de l'ombre, ça permet de refroidir, rafraîchir l'air, donc l'espace public. Et également, ça peut avoir aussi un impact sur toutes les questions d'inondation. On a vu qu'il y a eu des fortes périodes d'inondation à Paris. Si on a des sols qui sont bétonnés, le ruissellement des eaux ne se fait pas. Et on a des villes comme New York ou même Amsterdam où ils réfléchissent à des terrains faits pour absorber l'eau et faire en sorte d'éviter tout ce... Amsterdam, hein. Surtout Amsterdam. Qui sont presque au niveau de l'eau. Je vois que Valère, il a plein de questions qui lui tournent dans la tête. Et comme c'est notre expert Planète Scène, vous avez des questions à poser, Hugo? Oui, c'est une tendance de fond, le politique notamment, le fait de revégétaliser la ville. C'est vrai que notamment, ça lutte contre le réchauffement climatique et on sait que dans les grandes villes, on risque de suffoquer dans quelques années, malheureusement. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ce type d'approche, de tomber un peu dans le gadget aussi? C'est-à-dire, à un moment donné, comment est-ce qu'on pourrait basculer dans des villes vivables à l'horizon 2040, Vous voulez dire l'arbre qui cache la forêt 2050. De la pollution? Oui, parce que ça peut aussi être un peu, disons, un petit vernis vert en disant, voilà... Une façon de dire, on s'en occupe. On fait des trucs un peu gadget parce qu'il y a trop de béton dans les villes. Et est-ce que vous pensez vraiment que les pouvoirs publics, parce que là, il faut que ça parte d'eux, c'est pas le citoyen qui va changer les choses. Hugo, en 30 secondes, parce que le temps court. Alors, pour moi, c'est un complément de plusieurs actions. Donc, c'est un peu cette image du colibri, donc chacun à son échelle, mais aussi à l'échelle d'une communauté, donc d'un quartier, et à l'échelle plus globale, donc d'une collectivité ou d'une ville même. Et donc, il faut aussi débloquer des fonds pour y contribuer. Et oui, c'est bien sur les toits, mais ça suffit pas. Et il faut contraindre donc dans des PLU, avec tous ceux qui bâtissent les villes de demain, comment on complète et on équilibre. Puis ça a la vertu de changer nos comportements et notre état d'esprit autour de cette nature qui entre de plus en plus dans le béton, pour faire simple. Merci beaucoup, Hugo. Restez avec nous, bien entendu. Vous allez voir, regardez, on a du basilic tout frais, tout beau. Puis c'est vraiment la saison, chef. Non, je vous charrie, c'est bon. On va pas... Il en faut quand même pour les pizzas, on est bien d'accord. Allez, mes amis, on retrouve Rafale du côté de la Philharmonie. Tout en chanson, Rafale. Ce matin, je ne veux entendre que de la chanson. On va essayer de ne pas trop déranger non plus les personnes qui sont en train de jouer, puisque là, je suis toujours avec Hugues, le secrétaire général de la Philharmonie de Paris, de la Cité de la Musique. Où est-ce qu'on est ici? Alors là, on s'est glissé dans une salle de répétition. C'est une des 8 salles de répétition de la Philharmonie.
Et c'est un endroit aussi où on peut enregistrer des disques. Et donc là, c'est le cas aujourd'hui. On est en train d'enregistrer un disque sur les quatuors de Beethoven. Waouh! Et quel genre de musique on enregistre ici d'habitude? Alors ici, on enregistre plutôt de la musique de chambre. C'est un endroit plus intime par rapport à l'autre salle que nous allons voir. Donc c'est idéal pour enregistrer de la musique de chambre. Et comme ça ne t'aura pas échappé, l'anniversaire des 250 ans de la naissance de Beethoven, il y a beaucoup de programmes Beethoven. Et ce quatuor a un grand projet qui est d'enregistrer l'intégrale des quatuors, des 16 quatuors de Beethoven, tout autour du monde. Donc ici, c'est une partie de ce grand projet international. Attends, j'en profite qu'ils fassent une mini-pause pour venir les interrompre dans leur enregistrement. Bonjour les amis, c'est la caméra d'Ensemble C'est Mieux pour France 3 Paris Île-de-France. C'est quoi ton prénom? Raphaël. Raphaël, t'as un joli prénom, Oui. ça j'adore. Comment s'appellent les autres copains et copines? Alors Marie. Elle joue de quoi, Marie? De l'alto. Ok, à côté de Marie? Gabriel qui joue du violon. Et puis? Pierre qui joue aussi du violon. Bon, vous êtes venus enregistrer. Ouais. Qu'est-ce que vous jouez en particulier? En ce moment, on est en plein dans Beethoven. On enregistre, c'est le 7e disque consécutif en un an. On met en boîte l'intégrale de ses quatuors. Et donc, c'est le dernier concert qu'on enregistre de la série ici à Paris. Pour finir, on était un peu partout dans le monde avec ça. C'était une sorte de... Chaque continent était le lieu d'un enregistrement live. Donc, c'était toute une aventure. Raphaël, c'est quoi la particularité, pardon, je t'interromps, mais parce que les gens après m'attendent en plateau et puis qu'on est très excités d'être là, c'est quoi la particularité de jouer, d'enregistrer ici à la Philharmonie de Paris? Pour nous, personnellement, c'est chez nous, donc c'est un petit peu... On est parisiens, on revient... Le dernier disque était au Kenya, par exemple. Donc, tu vois, là, on a ce sentiment de retour à la maison. Mais plus généralement, la Philharmonie, c'est un lieu qui bénéficie de tout ce qu'il y a de plus récent, de plus moderne dans la maîtrise technique des acoustiques, des matériaux, de l'organisation, de tout ce qui est la manière dont aujourd'hui on fait de la musique et surtout dont on l'enregistre, effectivement. C'est un volume idéal pour enregistrer. C'est une acoustique très droite, très, très juste. On n'est pas pris dans un piège quelconque qu'il peut y avoir dans une acoustique trop sèche ou une acoustique trop réverbérée ou un volume d'air qui va être trop bas de plafond. Voilà. Là, on a aucun... Là, on est parfait. Vous nous feriez le plaisir de jouer quelques notes encore pour nous, puis on se quittera là-dessus. Hein. D'accord. Bon. 18-3. La 18-3, ils disent, la 18-3. On y va, les amis, notez-le, hein, 18-3. Oh, ils vont me reprendre l'antenne. Allez-y, les copains, sinon on n'entendra pas la musique. Oh oui, les copains, quoi. Je vous retrouve dans une autre pièce tout à l'heure, ce sera dans 10 minutes, les amis. À tout de suite. Ah, le violoncelle. Moi, j'adore. Hein, tout de suite, ça parle à mon âme. Merci, Raphaël. C'est trop charmant. Trop charmant, notre Raphaël, dans la musique de chambre. Allez, mes amis, il est temps de tous acteurs. On retrouve Valère, susnommé le patron de l'infodurable.fr. Quand on dit infodurable, c'est lui. Je vais m'en prendre plein la gueule ce matin, puisque vous m'avez stigmatisé sur mes fringues. Non, pas du tout. Si, Valère, vous avez commencé à dire... Ouais, bon. Mais vous avez lu vos fiches et vous savez donc qu'on va parler de ça. C'est déjà pas mal. C'est merveilleux. Et en plus, c'est du papier recyclé. Alors, oui, je suis tranquille. Non, je voulais parler de la mode parce que c'est un sujet... à la fois, on en parle beaucoup et on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça pèse pour plein de raisons. Le marketing est passé par là. Ce qu'on appelle aussi la mode rapide, la fast fashion, est aussi passée par là. D'un côté, elle a finalement démocratisé la mode pour tous. Donc ça, c'était plutôt une avancée, parce qu'on rompait avec une espèce de hiérarchie culturelle et sociale liée à l'habillement. Mais il y a un autre prix derrière l'étiquette. On dit que c'est le revers de l'étiquette, effectivement. C'est que quand on achète parfois un vêtement pas cher dans une marque bien connue, j'en ai déjà parlé ici, eh bien, ça a un impact. Ultra polluant. Quelques chiffres peut-être, voilà, pour bien se rendre compte de cela. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Ça, c'est ce que pèse la mode. C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Ensemble, les bateaux, les avions. Gaz à effet de serre. 4% de l'eau potable est consommée par la mode, donc c'est quand même considérable, 4%, j'ai bien dit. Exemple, il faut 70 douches pour faire un t-shirt et 285 pour un jean. Et 70 autres pour le garder propre. Un jean, ça c'est encore autre chose, mais cela dit, les cycles de lavage, ça compte aussi. Hein, mais bien sûr. Un jean, c'est à peu près entre 7 et 10 000 litres d'eau. Vous nous l'aviez dit, il ne faut pas trop laver les jeans. Vous nous l'aviez dit ici même. Il ne faut pas trop laver tout court. Voilà. Non, et en plus, ce jean, il a souvent été imaginé en France,
dans certains cas. Puis le coton vient d'Afrique. Ensuite, il repart en Asie pour être assemblé. Puis il revient en France. Parfois, ça peut être plusieurs tours du monde pour juste un jean. Donc là, on se rend compte que c'est un peu une folie. Et donc, ce que je voulais vous proposer ce matin, rapidement, évidemment, comme toujours, c'est un petit quiz pour se situer sans culpabiliser. Aïe, aïe, aïe. Allez. Alors, on va avoir l'air de billes encore. Hein. Donc, Hugo, Julien, Julie, Vincent, je vous pose Ah, une première question. Alors, lors de votre dernier achat de vêtements, hormis le fait qu'il vous aille, est-ce que vous avez prêté attention uniquement à son coût et à son origine, à son coût en étant prêt à payer un peu plus cher, quitte à acheter moins, à son origine, mais aussi à sa matière? Le dernier vêtement que j'ai acheté, c'est celui-là. Okay. Il n'y a que le prix qui m'a motivé. D'accord. C'était en solde, mais ça valait rien. Cela dit, j'ai regardé l'origine. Merci pour votre franchise. Et quand j'ai regardé l'origine, j'ai vu que c'était fait en Chine. Mais vous l'avez je me suis quand dit même. tout de suite, je m'en fous. Ok, très clair. Bon, voilà. Au moins, ça mérite d'être Moi, sincère. je regarde la matière et l'origine. La matière et l'origine, d'accord. Moi, je regarde plutôt que ce soit quelque chose de durable qui va me durer dans le temps. Surtout les vêtements professionnels, Oui, chef. surtout les vêtements professionnels aussi, c'est important. Bien sûr. Goût et qualité comme Julien. Vous êtes bien parti. Pas moi. Deuxième question. Vos vêtements proviennent 1 à 100% ou en grande majorité des géants de la fast fashion, donc toutes les marques mainstream, de friperies, de marques éco-responsables et un peu de grandes chaînes, ou plutôt de grandes chaînes et de temps en temps, vous prenez de la seconde main? La B, moi, la deuxième. La deuxième. Donc vous, c'est plutôt friperie, marque éco-responsable. C'est du déclaratif, Julien. J'irais bien dans votre garde-robe voir. Non, mais marque éco-responsable. Oui, Marc, je fais attention. Ouais, ok, vous faites attention. Et je fais moi-même aussi. Donc, Ouais, okay. Ah oui? Ouais. Ça se voit. Vincent? Non, la première vous trompez. Bon, je connais la réponse. Okay. Non, un mix. Un mix, donc. 70% de neuf des grandes marques et 30% quand même. Alors, je vous mets une croix dans le bleu. C'est pas mal. C'est gentil. Et moi, je dirais durable. Et je fais une petite pub à Le Laboureur, qui sont des ateliers vers Lyon. Et Opal, qui est une marque de copains qui a été montée à Biarritz. Et ils font du tissu recyclé. C'est ça. Et made in France. Invité, c'est très clair. Moi, ça va être pareil, mais en fait, j'en achète tellement peu, puisque je choisis du durable, que j'ai du mal à me souvenir. Ça, c'est intéressant rapidement, c'est que le prix, en fait, très souvent, quand on est dans une approche durable pour s'habiller, on fait énormément d'économies. Alors évidemment, là, je parle de ceux qui peuvent s'acheter des vêtements régulièrement, parce qu'on est dans des cas de figure, évidemment, ça peut être différent. Dernière chose, est-ce que vous restez devant votre penderie, lorsque vous restez devant votre penderie, portez-vous vraiment tous vos vêtements? Vous dites, en fait, oui, je les porte tous, première réponse. J'en mets une bonne partie, mais en y regardant de plus près, certaines ne me servent jamais. Deuxième réponse. Et la troisième, aucune idée, j'en achète tout le temps. Cher Vincent. Moi, j'ai beaucoup changé de poids dans ma vie. Donc, il y a les vêtements que je porte plus, ceux qui sont 12 fois trop grands. Mais autrement, oui, je fais tourner. Vous faites tourner? Très honnêtement, oui. Julie? C'est le pareil du milieu où j'en ai, mais il y en a que je ne porte pas. Ouais. Ok. Comme moi, Julie. Très bien. Moi, plutôt comme Vincent, j'ai perdu beaucoup de poids et du coup, il y en a certains, c'est un attachement. Sauvez-nous, Valère! Allez, Vincent, bon, demain, on peut le dire, il faut vous y mettre. Il est temps de vous. D'accord, je vous laisse, moi. Non. C'est très positif ce que je vous dis là. Vous pouvez faire votre fashion revolution, en quelque sorte. Allez-y. J'ai droit? Et vous savez quoi? Vu mon grand âge? 70% de votre garde-robe reste au placard, Vincent. Oui. Et ça, c'est beaucoup de Français comme ça. Ouais, il y a les 2 tiers de nos garde-robes qui restent au placard, donc c'est un petit peu dommage. En revanche, vous trois, vous êtes quand même plutôt bien sur la bonne voie, plutôt engagés. Je vous félicite. J'en étais sûr. Ça va dans Tout ça le bon parce que sens. je suis honnête, moi. J'ai le temps de donner 3 conseils. Oui, les 3 conseils rapidement. Allez, les vêtements plutôt en coton bio, en lin aussi. On en fait beaucoup en France. Donc ça, c'est une très très bonne balise. Également, essayez de vous y retrouver dans la jungle des labels. Sur l'Info Durable, on bosse souvent là-dessus. On a des articles qui concernent ce point-là. La seconde main, c'est une solution pour faire des économies et de l'écologie. Donc acheter d'occasion. Il y a plein de plateformes qui permettent de le faire maintenant. Et puis, dernière chose, ne jetez jamais vos vêtements. Jamais un vêtement dans une poubelle. Jamais, jamais, jamais. Soit dans une box de recyclage qu'on a dans la rue, les points relais, soit vous le donnez, un vide-grenier, vous faites ce que vous voulez. On a le droit de faire des jamais un chiffons vêtement. avec les vieux t-shirts? Vous avez tout à fait le droit. Mais après, le chiffon, vous ne le jetez pas. Ah non, même quand il est plein de cirage. Bon, on viendra vérifier. Merci Valère. Non, mais c'est bien tout ça. À force de me le répéter, ça va rentrer. Mais vous noterez que je suis honnête. Je vous embarque pas dans des... C'est vrai qu'il y a encore du chemin quand même. Ouais. C'est ça, on le fera ensemble. Merci Valère. Bon, aujourd'hui, figurez-vous que le mardi, c'est module déco. La déco, nous, on en a besoin dans nos vies aussi. Et du côté de la maison des experts, Aurélie va nous aider à donner un style assez graphique à notre commode, cette vieille commode là qu'on ne sait pas quoi en faire. Bonjour, moi c'est Elena.
Et moi, Sophie. Et Corinne. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre de Aurélie, qui nous apprendra à donner un style graphique à sa commode. Bonjour Corinne, bonjour Elena, bonjour Sophie. Bonjour Aurélie. La grande tendance du moment, c'est de relooker ces anciens meubles. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment donner un style graphique à votre commode. On y va? Parfait. Pour relooker cette vieille commode, nous allons lui peindre un motif chevron. On va commencer par retirer les boutons de notre commode qui ne nous serviront pas. Notre commode étant mélaminée, c'est une matière qui est difficile à peindre parce qu'elle est très lisse et du coup la peinture n'adhère pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par poncer légèrement la surface de façon à ce que la peinture se fixe mieux par la suite. Voilà, maintenant que toute la surface est bien poncée, on va venir la nettoyer avec une éponge humide. Dernière étape, on va venir maintenant dégraisser notre meuble avec un alcool à brûler, encore une fois pour que la peinture accroche mieux par la suite. Pour cette deuxième étape, nous allons venir positionner un adhésif de masquage de façon à pouvoir délimiter de façon précise les parties qui seront peintes et les parties qui ne le seront pas. Nous allons commencer par venir repérer la moitié de notre tiroir de façon à positionner les pointes des flèches. À présent, avec le ruban de masquage, nous allons donc délimiter les parties qui seront peintes. On se rend compte qu'ici, il en manque un bout, donc on va juste venir combler avec un peu d'adhésif. Donc maintenant que nos adhésifs sont correctement fixés, on peut passer à la troisième étape, la peinture. C'est parti. Alors j'ai choisi le noir, le blanc. Donc à l'aide d'une petite patte de lapin, nous allons peindre de l'adhésif vers le meuble et non l'inverse. Ah oui. Cette peinture est une peinture spéciale pour mélaminer. On n'a pas besoin de mettre de sous-couche. Par contre, il faudra peindre 2 couches pour un résultat régulier. Ok. Ma petite astuce pour pousser encore plus la personnalisation, c'est de remplacer les poignées de votre commode. Ça va lui donner du caractère. Waouh, c'est génial. Merci Aurélie. De rien. On résume, afin de donner un style graphique à votre commode. Retirez les boutons, puis préparez la surface de votre meuble, poncez et nettoyez avec une éponge humide, puis de l'alcool à brûler. Positionnez de l'adhésif de masquage pour délimiter les motifs à peindre. Peignez 2 couches de peinture adaptées aux matériaux de votre meuble, puis retirez les rubans de masquage. Et voilà comment redonner simplement de l'allure à une commode démodée. Retour à la mode, il n'y a pas que les fringues, la commode aussi. Ouais, la commode est à la mode. Très bien, merci beaucoup Aurélie. Mes amis, on va retrouver notre rafale toujours dans la musique, dans la joie, dans la bonne humeur. Rafale, musique classique ce matin. Hop. Oh là. Pardon les amis, j'étais en train de faire une Carlos Ghosn. Ils ont voulu me faire revenir comme ça ici à la Philharmonie. Je suis toujours avec Hugues, le secrétaire général de la Cité de la Musique et de la Philharmonie de Paris. Alors là, on est descendu et on voit cet écran assez incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette salle-là, Hugues ? Là, on est dans le backstage du cœur battant de la Philharmonie, qui est la grande salle de la Philharmonie. Et donc là, on est en train d'installer un orchestre qui va jouer ce soir du Beethoven, et qui est l'Orchestra Filarmonica della Scala, dirigé par Riccardo Chailly, qui est un très grand chef, qui dirigera aussi notre orchestre dans 2 jours, toujours dans Beethoven, l'Orchestre de Paris, dirigé par Riccardo Chailly. Hugues, moi je rêverais qu'on aille là. Est-ce que tu penses que c'est... On peut y aller ? Les amis, d'Ensemble c'est mieux, suivez bien cette séquence puisque on vous fait pénétrer sur ce plateau fantasmé par tous les grands musiciens du monde entier. Regardez comme c'est génial. Alors c'est ici que vont donc s'installer, j'imagine, tous les instrumentistes, les artistes, les musiciens, les musiciennes. Donc là c'est un orchestre symphonique qui est en train de s'installer. Donc, je ne sais pas si vous entendez les bruits. Vous voyez, ils sont en train d'actionner pour mettre le plateau gradiné. Parce que pour qu'il y ait la meilleure acoustique possible, on gradine le plateau et on règle ça orchestre par orchestre et répertoire par répertoire. Selon ce que l'on joue, on gradine différemment la salle. Ah d'accord, ça a vraiment une importance quoi. Donc c'est pas au hasard évidemment qu'on mesure les gradins.
Non, c'est vraiment pour l'acoustique et pour optimiser l'acoustique. Alors l'acoustique de la salle, c'est ce qui fait sa spécificité et sa qualité. Et donc là, on est au centre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien tout ce que l'on voit autour. Donc, tous ces Regarde, balcons. Florine Constant m'accompagne chaque matin, elle va montrer à nos amis d'Ensemble C'est Mieux à quel point cette salle est magnifique. Combien de personnes peuvent venir assister à ces concerts? Alors en concert symphonique, on a 2400 personnes. Mais alors, on peut aussi avoir une configuration où tu vois le parterre là, qui est gradiné, peut se mettre à plat. Et là, on met des gens debout et on fait des concerts de pop. On a fêté le retour des Rita Mitsuko, alors via Catherine Ringer, bien sûr. Ils ont fêté l'anniversaire des Rita Mitsuko ici à la Philharmonie, ici à la Philharmonie. Et là, tout le parterre était à plat. Et là, mais on a vous imaginez, j'ai cru qu'il y avait 3600 j'ai cru qu'il y avait, on peut le baisser, on peut faire une piscine. Viens avec moi, Hugues. Moi, j'ai toujours rêvé. Je peux m'asseoir là. Je peux faire ça. Je m'assois ici et regardez. Comment on appelle ça? C'est pas des petits présentoirs. Qu'est-ce que c'est? C'est des pupitres, on appelle ça. Des pupitres, voilà, moi j'ai pas fait solfège, je suis désolé. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Vous regardez déjà que c'est le Teatro alla Scala. Voilà. Donc le Teatro alla Scala, qui est le grand opéra de Milan, mais qui a un orchestre symphonique qui s'appelle l'Orchestra Filarmonica della Scala. On peut ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Regardez comme c'est beau déjà. On dirait un menu de restaurant, non? Mon Vincent, un menu de restaurant étoilé, ce serait pas mal. Regardez, on va juste terminer en regardant, justement, on joue quoi alors? Du Beethoven. Là, on joue du Beethoven, et donc là, c'est la 5e symphonie, c'est pom 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 pom. C'est pom 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 pom. Regardez ces notes de musique, les amis, venez voir. Ici, c'est ce qu'on va jouer ce soir à la Philharmonie de Paris avec ce magnifique orchestre. Comment venir? Est-ce que celui est accessible à toutes et à tous? Évidemment oui, mais je vais vous dire comment on fait. Ce sera d'ici la fin de l'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rafale, restez avec nous. Tout à l'heure, on va gradiner, nous aussi, du côté de la pizza, avec notre pizzaiolo des génies, Julien Seri, il est là avec nous. Allez, mes amis, tout de suite, la belle idée de Julie. Allez, je commence par une petite interrogation. Saurez-vous reconnaître l'ingrédient commun entre ce falafel, ce cookies ou ce bonbon? Moi, je sais parce qu'ils ont goûté et je suis toujours perché depuis. Ah, c'était donc ça, alors, tout s'explique. Mais non, en plus, c'est pas vrai. Tous ont un ingrédient commun, c'est du CBD, le cannabidiol. Vous savez, c'est cette molécule issue du chanvre, aussi appelée cannabis si vous préférez. Mais attention, je précise que si on lui reconnaît des vertus relaxantes, c'est une molécule qui n'est pas psychotrope, contrairement au THC, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas planer. Et en France, il est autorisé de cultiver et d'utiliser la tige et les graines de chanvre, et non pas les feuilles ou les fleurs, même s'il y a un flou juridique quand même autour de cette plante. Et donc pour en revenir à ces produits, ils font partie d'un menu proposé par Food Cherry. Cet acteur de la food tech lance demain et en édition limitée pour 2 jours des plats et des desserts à base de CBD, comme nous l'explique Patrick Asdaghi, le fondateur de Food Cherry. Il m'arrive souvent d'aller aux États-Unis pour voir un peu les concepts là-bas. Et effectivement, j'étais stupéfait par le nombre des shops qui vendent des snacks à base de CBD, mais de CBD et de THC. Alors THC, c'est la molécule psychotrope, celle qui fait planer, qui est interdite en France et dans pas mal de pays européens. Et donc là-bas, vous pouvez très bien prendre un cookie à base de THC ou de CBD, et c'est complètement légal. Nous, on a une vision de la food qui est beaucoup plus profonde que ce que beaucoup de restaurateurs aujourd'hui. On n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans le plaisir instantané. Et donc, être vu comme un défricheur, comme un activiste de l'alimentation de demain, c'est typiquement le genre de choses auquel on aimerait être associé. On voit bien qu'il a été stupéfié, il le dit. C'est normal. Alors on peut se poser aussi la question si c'est un coup marketing ou si c'est un réel intérêt nutritif. On a demandé à une diététicienne qui nous confirme bien que les graines de chanvre sont riches en oméga 3, 6 et 9 et en protéines végétales, donc ça a un intérêt nutritionnel. Et puis Food Cherry met aussi en avant l'aspect écologique du chanvre, de la culture du chanvre, puisque cette plante a l'avantage de pousser avec peu d'eau et en plus sans herbicides ni pesticides. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la France est le 3e producteur de chanvre après la Chine et le Canada. Bon, alors après, c'est vrai, avant de voir du CBD partout dans nos assiettes, il va se passer un petit peu de temps, mais les mentalités évoluent.
Oui, tant mieux. D'ailleurs, le chanvre, c'est vachement bien dans l'habillement aussi. Hein. Dans l'habillement, dans C'est l'isolation. une fibre qui est Oui. super hein, pour la chemise, un peu comme le lin, un chanvre épais comme ça. C'est viril. Bien, mes amis, merci Julie pour cette belle idée. Je vous laisse goûter hein, les falafels. Vous savez que, justement, nous allons parler de cuisine sans chanvre maintenant, parce qu'il y a un moment donné, il faut faire de la pizza. Si tout le monde, il aime la pizza, bien sûr. Julien Serry avec nous, chef pizzaiolo, cuisinier pizzaiolo. Hein Cuisiniolo. Hein, Ouais. Cuisiolo. Cuisiolo, d'ailleurs, c'est votre page Instagram. Hein, c'est ça. Chef Cuisiolo. C'est important parce que la pizza elle a été tellement dévoyée par la mauvaise pizza surgelée et par tous ces fast-food qui font de la pizza au kilomètre, j'ai envie de dire, que vous êtes là pour magnifier l'art de la vera pizza, non? Oui, mais enfin, ces enseignes aussi et ce type de pizza nous ont aussi rendu service parce que ça met en avant notre produit et ça nous permet de différencier avec un bon produit. Bon, alors, originaire de Naples, la pizza, hein, voilà. Et celle que vous pratiquez notamment? Alors, celle qu'on pratique, c'est la pizza portafolio. Donc, c'est une pizza napolitaine qu'on va plier en 4 et qu'on va déguster debout dans la rue. Donc, c'est vraiment la naissance de la pizza et elle est née comme ça. Et oui, vous la pliez en deux, puis en deux, ça fait un vrai gros sandwich, quoi, comme on peut le découvrir à l'image. Voilà, tout à et où est-ce que vous êtes formé, Julien? Alors, moi, j'ai appris avec un monsieur qui s'appelle Luigi, qui a Ah, c'est Luigi, bien sûr, alors, bien sûr, Luigi. C'est un peu prédestiné. Et ensuite, beaucoup de formations, mais aujourd'hui encore, il faut continuer à se former. La pizza, c'est un produit qui est encore en naissance. C'est pas très, très vieux. Donc, on continue à évoluer et à faire changer les choses. Vous allez nous donner un petit cours? Allez. Du coup, allez. Vous savez quoi? Je vais demander à votre fidèle second Adrien qui est pas loin. Adriano, si Adriano, vieni qua. Alors regardez, qu'est-ce qu'il porte, Adrien? Alors c'est une stufa, c'est une étuve en fait. Posez-le là. Donc Merci, la Adrien. stufa, c'est un objet en cuivre dans lequel on mettait les pizzas portafolio pliées en 4. Ouais. Et ensuite les enfants sortaient dans la rue, c'était souvent des jeunes, des adolescents, pour vendre les pizzas. À la criée, donc on criait pizza portafolio et les gens les payaient ou quelquefois les prenaient à crédit et mangeaient directement Manger dans à la crédit. rue. Ah, parce que c'est pas vous qui avez créé la portafolio, c'est vraiment la street food napolitaine. Tout à fait. Je peux ouvrir? Bien sûr. Il y en a dedans? Oui, il y en a dedans. Voilà. Qu'est-ce que je découvre? Mais oui, effectivement, regardez ça. Oh là là, quelle merveille. Donc c'est servi comme ça chez vous dans les petites barquettes. Voilà. Des Après, petits cornets. on a adapté un petit peu les recettes aux coutumes alimentaires actuelles, mais on a quand même la classique margherita qui... Che senti buono, non. Voilà, c'est bon. Allez, je le laisse. Il va présenter l'émission à ma place. Moi, je vais venir filmer le petit cours de pizza, Julien. Très bien. Oh là là, mais il y a encore un truc en cuivre, là. Qu'est-ce Alors que c'est ça, beau, c'est l'oliera. Donc l'oliera, c'est pour mettre l'huile d'olive sur la pizza. Une olière, comme une aiguière pour l'eau, une olière pour l'huile. Et c'est pareil, donc il y a un vrai savoir-faire à Naples sur le cuivre. Donc on retrouve beaucoup d'objets en cuivre dans le monde de la pizza. C'est très beau. Voilà. Et il y a même le nain de jardin. Oh non, c'est le pizzaiolo, Ça, je rigole. C'est pas le pizzaiolo, c'est Pulcinella. Pulcinella, Polichinelle, bien sûr. Alors, là, on part de quoi? C'est du pain. C'est comme une pâte à pain, c'est-à-dire qu'on a de l'eau, beaucoup d'eau sur la pâte à pizza. On va être à 68% d'hydratation. Ça veut dire qu'on va mettre 680 grammes d'eau pour 1 kg de farine. 680 grammes d'eau pour 1 kg de farine. Jusque-là, ça va. Ça, Bon. va. Ça, c'est votre recette ou c'est la recette tradie? Non, la recette Enfin, traditionnelle, ça va de 58 à 68% selon les capacités du pizzaiolo aussi. D'accord, oui, parce qu'après, c'est le travail manuel. C'est difficile, Hein, à tout la à fait. main aussi. Allez, comment est-ce qu'on démarre alors? Alors, on va commencer à mettre La sémoline? Alors, c'est de la semoule, c'est de la farine de blé dur. En Ouais, fait. Donc, ouais. nous, on utilise ça parce que ça permet de donner un croquant aussi à notre pâte après la cuisson. Et c'est ce qui fait le génie des pâtes aussi dans la région napolitaine, hein, du côté de Gragnano, c'est vraiment c'est cette semoule de blé dur en fait. Hein, c'est une matière première qu'on utilise aussi pour les pâtes? On Non ne l'utilise pas pour faire notre pâte à pizza, par contre. D'accord. On l'utilise pour étaler nos pizzas. Ah oui, parce que ça va faire comme un petit coussinet qui roule Tout en à fait. dessous, et ça évite que ça colle au plan de travail de France 3 Paris, qu'on ne va pas nous rembourser autrement, hein, donc prenez-en soin, hein, Julien. Alors, donc, je la fais tout seul ou est-ce que vous allez m'aider à Bien en sûr, faire une? déjà Allez, vous en c'est faites parti. une, hein, déjà. Donc, on va commencer par, moi je la caresse doucement pour pouvoir l'étaler un peu, qu'elle se détende un petit peu, c'est important. Donc c'est charnel le rapport avec la pâte à pizza. Bah, je toujours. comprends. Hein. Ensuite, on va venir mettre sa main comme ça. Je vous donne la Ouais, technique ouais, on facile donne pour le la- refaire à la l'arrondi, maison. quoi. C'est ça. Et on va venir laisser juste l'espace d'un doigt pour dessiner un joli bord. Alors, hop, 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 hop. Oh, mais là, je ne peux plus tenir la caméra. Julie, vous venez m'aider? Je peux vous tenir Passez la derrière caméra. Julien. Oui, ou alors, attendez, parce que je n'ai pas assez de fil.
Voilà, venez là, venez entre nous. Voilà. Allez, petits bouchons, levez-vous. La main à la pâte. Bah oui, mais regardez, hein, parce que j'essaie de... Alors, donc, voilà, on met la main là. C'est ça. Et comment est-ce que je on tourne? n'appuie pas trop les bords, on laisse vraiment une belle corniche. Comment est-ce que je tourne? On la fait tourner, tout simplement. Ah oui, d'accord. Si tourne, si. Voilà, OK. Donc, et j'aplatis le milieu. Et après, on aplatit le milieu, comme ça, avec ses doigts. Avec ces petits didis, là, ou même ces gros didis. On n'hésite pas à y aller, on appuie. Sur le milieu, on peut. On va la retourner. Ah bon? Ouais. Hop. Voilà. Elle est déjà plus ronde, la mienne. Et à partir de là, on va faire un geste donc, où on va poser la main comme ça, on va écarter ses doigts et tourner en même temps. J'ai rien compris. ça va ressembler à une vieille patate, moi, hein, je vous le préviens. Non, c'est plutôt pas mal pour une première. Non, mais moi, je pensais que vous l'aviez tourné en l'air et tout ça. Ah non, la pâte à pizza napolitaine est bien trop hydratée pour faire ce genre de choses. Ah bon? Ouais, il faut qu'elle soit. C'est bon. bien, hein? Non, mais chez nous, on fait aussi des pizzas rotolo qui sont carrées. Ça peut marcher avec les J'aimerais vous voir, Julie, j'aimerais vous voir. Ah, moi, j'ai vous choisi la caméra. vous chambrez. Oui, pareil. Tutto insieme. Donc, une fois que ça c'est fait, donc ça c'est la première étape, c'est la plus Lo simple. stesso. Voilà. Donc et derrière, on va mettre de la tomate. Alors la tomate. Non, pas sur la mienne, hein, faites sur la vôtre. La tomate, il en faut pas beaucoup. Hop. On a 1 minute, hein, Julien. Hein. Allez, c'est parti. Mode compète. Allez. Donc, champion du monde de la pizza. 1 minute, ça va, parce que la pizza portafolio cuit en 90 secondes, donc on n'a pas peur. Ah bah d'accord, mais surtout qu'on l'a mangé cru, nous, alors, dites donc. Voilà, tac. La mozzarella, toujours fior di latte. Si, fior di latte. Pas de la bufala, elle perd trop de gras. Ah, d'accord. Voilà, on va mettre... Donc, de vache. La mozzarella de vache. De vache, tout à fait. Fior di latte, c'est au lait de vache. Un peu de parmigiano, non? Pecorino. Pecorino, oulala, ouïaïa. Voilà. Pecorino, ensuite, c'est-à-dire comme un parmesan, mais de brebis. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a le sarde ou le romain. Donc là, c'est du romain. Et ensuite, je vais prendre l'huile à côté de vous. Ah bah, l'olive, là. Alors ça a son importance. C'est important. Il y a un geste qui est important, c'est qu'il faut faire un 6 quand on met l'huile. Hop, vous voyez, tac, là, j'ai fait un 6. Comme une petite spirale? C'est important, voilà. Pourquoi? Parce que c'est les traditions et qu'il faut les respecter pour faire les choses bien. Ça sent comme un tout petit peu l'arnaque, mais c'est pas grave, c'est bien. Non, mais les traditions, il faut respecter. Il n'y a pas de raison, sauf que... Et une fois que c'est fait, on va juste mettre le basilic. Le basilic, vous pouvez le mettre en cuisson ou à la sortie. Moi, je préfère le mettre à la sortie parce qu'il s'abîme quand on le met en cuisson, tout simplement. Et on a fini notre pizza, pas la mienne. Ouais. C'est beau, hein? C'est magnifique. Magnifico, non? Si on allait retrouver la Scala de Paris, la Scala de Paris avec Rafale. Et puis on vient tout de suite vous dire ciao, ciao bello. Ben c'est ça, pendant que vous êtes en train de vous régaler de l'odeur de cette pizza napolitaine avec la Philharmonie juste là en fond. Moi, je vous parle de la Scala, le concert de ce soir, Scala de Milan, évidemment. Ce soir, concert, on m'a demandé sur l'Instagram de France 3 Paris, @France 3 Paris, justement, combien ça coûte de venir à un concert comme ça? Alors il y a des tarifs, il y a tout type de tarifs. Par exemple, ce soir, c'est un concert très prestigieux, la Scala de Milan. Donc ça peut monter jusqu'à 85 €, mais il y a toujours des places à 10 €. 10 €, 20 €. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on a renouvelé le public. Il y a un public beaucoup plus jeune qui vient à des concerts symphoniques. Et public plus populaire aussi, puisque c'est un lieu pédagogique. On ne vous l'a pas montré à l'écran, mais on poussait les pianos, les instruments, et puis plein de classes aussi, avec des enfants venaient apprendre, s'initier à toutes les musiques. On peut apprendre le violon, mais aussi quel autre instrument? Bon, on peut apprendre le djembé, le gamelan balinais, tout type d'instruments du monde entier. Vous vous renseignez directement sur le site de la Philharmonie de Paris pour les événements. On est dans Beethoven. La semaine prochaine, on sera sur du Darwish, Mohamed Darwish. Mahmoud, un hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire ici, et c'est à 2 pas de chez vous, les amis. Je vous retrouve demain pour une autre initiative positive. Salut! Salut Rafale, bonne journée à Jeun. Nous, en revanche, on est assez gâtés. J'ai l'étuve, j'ai les petits quadrifolio. Donc, je vais vous laisser profiter de cette vision magnifique lorsque je mords dans la pâte bien cuite. 400 degrés, hein, le four, c'est ça? 450. 450 degrés. Merci beaucoup, merci d'être venu. Je vous salue, je vous remercie bien. Tout ça, c'est pour moi. Et on se retrouve dès demain, enfin, si ça va. Oui, ça devrait.